week. Welcome everyone to February's last scientific series. Today is a special presentation. Our speaker is Lysandra Lennes, who has been with the Research Center depuis le mois de juin de l'an dernier? Avril de l'an dernier. Sorry, I am getting. Lysandra is the Senior Scientific Management Advisor at St. Mary's Research Center. She is responsible for leading the community engagement and the equity, diversity, inclusion initiatives. As you know, in 2025, it isn't just the right thing to do, it's also a core component of Research Center, and I'm glad that we are able to recruit her to help us move forward on this. Prior to that, Lysandra was the manager of the McGill International Tuberculosis Center, a World Health Organization designated center for tuberculosis research. Et avant ça, elle était à l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal, where she served as the director of the Francophone branch of the International Union for Health Promotion and Education. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Lysandra, who will tell us about all the initiatives that are already in place and that will be starting soon to move the research center up in terms of work. Alors bonjour, donc je vais vous présenter aujourd'hui en fait notre tout nouveau bureau d'engagement communautaire. Donc on fait le lancement à l'interne en tout petit comité aujourd'hui. Alors je vais passer en revue le mandat et le rôle du bureau, la programmation, donc les activités, et puis les ressources qui sont disponibles. Alors, donc, mandat et rôle. Donc, le mandat du bureau d'engagement communautaire, c'est vraiment de faciliter les relations entre les chercheurs et la communauté. Donc, pour qui on fait ça? Notre centre de recherche, il est là en support aux chercheurs pour les mettre en contact avec les partenaires qui sont concernés par leur recherche. Donc, dans le avec qui, c'est important ici, la communauté, elle doit être comprise au sens très large. Elle rassemble à la fois des partenaires internes, donc en l'occurrence le SUS Ouest de l'île et les professionnels de santé, ainsi que des partenaires externes. Donc, parmi les partenaires externes, on a des organismes communautaires, on a des résidents du quartier, on a des élus, et c'est vraiment pour s'assurer en fait que nos recherches elles soient alignées sur les besoins des communautés. Donc toujours garder à l'esprit en fait que pour qui on fait les recherches et avec qui on fait les recherches. Ici, la pertinence sociale, elle est tout aussi importante que la pertinence scientifique. Alors, en termes de collaboration et de partenariat, je me suis surtout concentrée, en fait, depuis mon entrée en poste, sur faire des contacts avec les organismes du quartier, donc au Des-Neiges. Mais en fait, il faudrait aussi étendre ces collaborations à tout le territoire, en fait, à la fois NDG et puis l'ouest de l'île. Ils sont en principe aussi sous notre gouverne, comme on fait partie du SUS. Alors, comment est-ce qu'on souhaite travailler? C'est en encourageant la collaboration entre les partenaires et la participation active, donc en les impliquant dans toutes les étapes des activités de recherche. Donc, par exemple, en organisant des consultations ou des ateliers tout au long du cycle des projets de recherche, vraiment de la conception à l'évaluation, et en encourageant des activités de mobilisation et de transfert des connaissances. Alors, pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi mettre sur pied un nouveau bureau d'engagement communautaire? Donc, le but ultime, c'est de maximiser nos recherches pour en venir améliorer. Alors, petite définition sur l'engagement communautaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouvais qu'elle mettait bien la table. Donc, c'est une définition du Centre de collaboration nationale sur les déterminants de la santé. C'est un des 6 centres qui est financé par l'Agence de santé. Alors, qu'est-ce que l'engagement communautaire? Donc là, j'insiste ici sur le fait que ça soit un processus donc, qui se fait en continu, en impliquant les communautés, de façon à répondre à leurs besoins, à leurs étapes, dans toutes les étapes de résolution d'un problème de santé ou autre. Donc, j'insiste en outre sur les valeurs, en fait, qui sont portées, qui sont rattachées, pardon. Donc, l'importance de la confiance mutuelle et la communication, en fait, qui sont à la base de toute forme de collaboration.
Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, à partir de cette petite définition que va travailler notre nouveau. Les activités. Donc, dans notre programmation, on a 4 champs d'activités. Donc, je les survole là pour l'instant, mais on les verra de façon plus détaillée par la suite. Alors, engagement du public. Alors, à ce niveau-là, on est, je dirais, assez bien avancé. Donc, cela comprend des ateliers, des conférences communautaires, on a des séries scientifiques pour sensibiliser le public aux diverses thématiques de santé sur lesquelles nous travaillons, ainsi que des activités de transfert des connaissances comme des vidéos. Donc, merci. Alors, deuxième champ d'activité, l'engagement communautaire en recherche. Donc là, on a un peu avancé, je dirais. C'est tout ce qui concerne la co-création, en fait, des projets de recherche et la mise sur pied de Community Advisory Boards. Ça reste à développer vraiment en étroite collaboration avec le Research Support Hub. En revanche, on a fait quelques consultations avec les aînés dans le cadre de notre nouvelle stratégie de recherche visant à améliorer les soins aux aînés. Et on a également un projet de recherche en EDI, en équité, diversité, inclusion, avec le RIMUHC. Je vais y revenir après. Troisième champ d'activité, c'est les activités de plaidoyer, tout ce qui concerne les notes de politique, les notes de synthèse pour éclairer la prise de décision basée sur les données probantes. Donc ça reste aussi à développer. Il y a déjà des contacts avec l'arrondissement, avec le cabinet de la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Qui ont été faits et l'équipe est très intéressée à collaborer avec nous. Enfin, on a aussi un programme, on a mis sur pied un programme de volontariat pour notre staff pour encourager en fait notre équipe à s'impliquer dans les organismes communautaires du quartier. Alors là, je reviens maintenant plus en détail sur les activités d'engagement du public. Alors donc en 2024, on a organisé 2 conférences communautaires, dont l'une sur le bien-être et les interventions comportementales et une autre sur l'approche aidance. On a organisé aussi 2 séries scientifiques sur l'EDI, dont une en fait sur la mise en œuvre du plan d'action EDI du RIMUHC et une autre sur l'importance en fait d'impliquer les personnes en situation de handicap dans les activités de recherche à l'aide d'une approche intersectionnelle. En 2025, on a au programme 4 conférences communautaires. Donc, on en a une prochainement sur l'approche aidance, on en a une autre sur l'orthopédie, une sur la douleur chronique et puis une autre en fait c'est un programme de soutien à distance pour les patients et les proches aidants. Et puis tout dernièrement aussi, on a eu une série scientifique en fait sur une enquête intersectionnelle sur le racisme anti-Black dans le système de santé à Montréal. Toujours dans les activités d'engagement du public, donc on a participé à plusieurs ateliers. Donc dans la rubrique développement communautaire, on a participé à 5 grands rendez-vous de la table de quartier Côte-des-Neiges. Donc c'était des ateliers de planification stratégique pour redéfinir ensemble l'avenir du quartier et identifier des priorités, dont la santé. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une table de quartier, c'est un espace de concertation en fait qui regroupe
divers organismes donc issus de différents secteurs. Donc, on a par exemple, on a le secteur communautaire, on a le secteur de la santé. Il y a plusieurs SUS en fait qui font partie de cette table, dont le nôtre. Il y a le secteur académique, c'est principalement l'Université de Montréal et la ville de Montréal. Euh, Dans le cadre des activités de planification stratégique, là, j'ai animé en fait 2 consultations avec des organismes du quartier, dont un qui s'appelle Philobox. C'est un organisme pour les jeunes en fait qui donne des cours de boxe. Et un autre atelier aussi avec le HLM Plamondon, qui est HLM qui regroupe principalement que des aînés de 60 ans et plus. Alors, c'était vraiment pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils aimaient dans leur quartier, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et puis qu'est-ce qu'ils aimeraient finalement. C'est pas directement en lien avec notre travail, mais ça permet de créer des liens. Et puis, pour nous, c'était aussi une façon d'être visible, en fait, sur le terrain. En 2025, il va y avoir un 6e et dernier grand rendez-vous de la table de quartier pour arrêter définitivement les priorités pour les 3 prochaines années. OK. Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein, là, on a donné un atelier sur le cancer du sein avec le groupe MacPic Sirois à Femmes du Monde à Côte-des-Neiges. Donc, c'est un organisme, c'est un centre de femmes, en fait, qui regroupe diverses femmes issues de la diversité ethnoculturelle. On n'a pas eu le temps de traiter la recherche clinique, donc ça va faire l'objet d'un 2e atelier en 2025. Fin avril aussi, également, il y a un gros événement dans le quartier ici, à Côte-des-Neiges, qui s'appelle la Foire Santé. C'est organisé par la table de quartier et on va animer aussi un atelier sur le cancer du sein et la recherche clinique avec Femmes du Monde à Côte-des-Neiges. Ensuite, Christina et moi, on est intervenus dans un cours à la faculté de médecine, en fait. C'était un cours sur l'approche décoloniale en santé. Donc, nous, on a présenté pour le centre de recherche, comme, on a parlé beaucoup de co-création, en fait, comment est-ce qu'on voyait ça, le travail avec les peuples autochtones, et aussi les différentes étapes de la mise en œuvre de la politique EDI, sécurisation culturelle du SUS, a été présentée. En fait, c'était un petit peu sur les manquements, on va dire. Euh, alors, là, je termine avec quelques activités en vrac, toujours dans les activités d'engagement du public. J'ai appelé ça la connaissance pour tous ou le savoir pour tous. On a réalisé 2 vidéos. Donc, une sur la transmission du VPH, on va le visionner à la fin, et puis une autre sur les nouvelles technologies, les interventions, pardon, basées sur les nouvelles technologies pour soutenir le vieillissement en bonne santé. Il y a d'autres vidéos qui sont au programme, donc à savoir sur l'orthopédie, le cancer et l'urogynécologie. Voilà, donc là, j'y reviens pas. Donc, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on a eu la série scientifique de Kay Williams, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour la Journée internationale des femmes, là, on va avoir je retrouve pas le mot en français, Art Exhibition, voilà, bon, sur les transformations corporelles à la Maison de la Culture. Donc, c'est le thème de cette année, les transformations corporelles. C'est le collectif du 8 mars, en fait, qui convient d'un thème chaque année. Voilà. Et en orthopédie aussi, on va avoir une poster exhibition, voilà, sur l'ostéoporose et l'ostéoarthrite à la bibliothèque Béni. Donc, ça va s'inscrire dans le cadre de la programmation avec les aînés. Alors, ça, c'est le poster, en fait, la photographie qui va être présentée pour l'exposition pour la Journée internationale du 8 mars. Donc, elle s'appelle Matouchka. Je la connaissais pas. C'est en faisant des recherches, en fait, cette artiste, elle a eu un cancer du sein et elle s'est prise en photo tout au long de sa maladie. Elle a eu une mastectomie. J'ai pas choisi la photo la plus percutante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a sensibilisé la population à l'importance de la prévention et au dépistage précoce. Donc, c'est la photo qui va être présentée pour notre centre de recherche. Ça va avoir lieu le 7 mars en soirée, donc le vendredi 7 mars à la Maison de la Culture. Alors, l'engagement communautaire en recherche. Donc, je réitère sur le fait que ça doit être fait en étroite collaboration avec le Research Support Hub,
Dans le cadre de la stratégie de recherche pour améliorer les soins aux aînés, il y a 2 consultations qui ont été faites. Donc, le Centre des aînés de Côte-de-Neige nous a beaucoup aidé en fait au niveau de l'organisation de ces consultations. Donc, elles ont eu lieu dans 2 HLM qui hébergent essentiellement des aînés. Donc, au HLM Place Newman et au HLM Côte-des-Neiges. Il y a une autre consultation, une 3e consultation qui est prévue là en mars. Je n'ai pas encore la date. On a aussi un projet de recherche sur la table avec le RIMUHC. Ça s'appelle c'est le EDI Hub. Donc, c'est vraiment un projet pour contrer les barrières systémiques auxquelles font face les chercheuses, je dirais, dans des contextes de recherche biomédicale. Et notre rôle à nous, en fait, comme centre de recherche, c'est entre autres d'organiser des groupes de discussion avec les chercheuses de notre centre de recherche, mais aussi du SUS, pour identifier, en fait, ces différentes barrières. Rapporter les cas de microagression. Voilà, donc je termine avec notre programme de volontariat qui a été mis sur pied. En fait, c'est du bénévolat payé, 3,5 heures. Il y a plusieurs personnes de notre équipe qui se sont impliquées dans divers organismes communautaires. Donc, il y a Amarilis et Khadija qui ont participé à des ateliers de cuisine à Femmes du Monde à Côte-des-Neiges. Christina et moi, on a préparé tout le matériel scolaire pour la table de quartier dans Côte-des-Neiges. Donc, c'était du matériel scolaire qui allait être distribué aux familles les plus démunies. Jean-Daniel aussi a fait la distribution par la suite. Et puis, Chanté et Madison ont rencontré le centre de santé autochtone et, pour identifier en fait leurs besoins. Donc, ça fait le tour en gros pour nos activités. Donc, je dirais que c'est une programmation qui est pas du tout coulée dans le béton, qui est amenée à évoluer en fonction de vos besoins, des opportunités, des rencontres. Parfois, c'est comme ça que ça se fait. Et bah, sentez-vous libre aussi de partager des idées d'activités ou de projets par la suite. Alors, les ressources. Donc, il y a quelques ressources qui ont été produites en 2024 puis au début de l'année 2025. Donc, à mon entrée en poste, j'avais fait un travail de débroussaillage, en fait, des partenaires qui gravitent autour de notre centre de recherche. Donc, il y a un registre des organismes communautaires pour chacun de nos axes de recherche qui a été élaboré. Il y a aussi un rapport sur les meilleures pratiques d'engagement communautaire qui a été rédigé, et parmi les recommandations figurait justement la mise sur pied d'un bureau d'engagement communautaire. Ensuite, il y a un guide pour soutenir le développement d'un plan de mobilisation de connaissances avec des outils qui a été développé. Mais en fait, en faisant un prétexte avec quelques chercheurs de notre centre de recherche, ben, on s'est rendu compte que c'était préférable d'offrir du coaching à la carte finalement, plutôt que d'avoir un tel guide, parce que finalement, personne n'allait utiliser les outils en fait tels quels. Ensuite, il y a des termes de référence qui ont été élaborés pour distinguer nos conférences communautaires de nos séries scientifiques, parce que ce n'était pas toujours très clair. Et puis, finalement, il y a une offre de service en bonne et due forme qui a été finalisée pour le nouveau bureau d'engagement communautaire, accompagné d'un plan de communication pour en faire la promotion. Alors, c'est prévu qu'on fasse un lancement officiel avec l'ensemble de nos partenaires, donc les partenaires internes et externes, donc en juin prochain. Pour les prochaines ressources pour 2025, j'en ai mis 2, mais il y en aura d'autres. Il y a entre autres l'élaboration d'une stratégie d'engagement communautaire et aussi une politique EDI et un plan d'action EDI qui serait bien sûr en complémentarité avec la politique du SUS EDI et sécurisation culturelle. On avait parlé peut-être que ça serait une annexe même de cette politique. Alors là, on va terminer la présentation avec 2 vidéos. Là, c'est à toi de jouer, chanter. Je ne touche plus à rien. Donc, c'est 2 vidéos qui ont été réalisées. Donc, une vidéo de Thalia, en fait, sur la transmission du VPH et une autre pour Hammer, en fait, sur les interventions basées sur les nouvelles technologies pour améliorer le vieillissement en santé.
Hello, my name is Ramir Seiko. I'm an assistant professor at McGill University in the Division of Geriatric Medicine, and I'm an associate scientist at St. Mary's Research Centre. The Canadian population is rapidly aging, with 7.8 million Canadians being over the age of 64. Older adults may experience social isolation, mental or physical health concerns, including mobility issues. In clinical settings such as hospitals, they may also feel overwhelmed, stressed, or anxious. So how do we support older adults when our healthcare resources are already stretched so thin? By leveraging novel technologies such as immersive virtual reality, VR, artificial intelligence, AI, robotics, telemedicine, we have an opportunity to help support the healthy aging of older adults. The goal of our research is to help support the healthy aging of older adults across the care continuum, whether in home, in the community, in hospital settings, or in long-term care. We provide interventions for older adults to help improve their mental, physical, and social well-being. With our work, we're placing a large focus on digital literacy, so we can empower older adults by giving them the tools to feel independent. Through the GeriTech Innovation Lab, we co-develop studies with older adults and their caregivers. We are driven by the priorities of this population. We involve them and promote the exchange of knowledge in every step of the research process. We invite anyone who may be interested in this cutting-edge research to reach out to us on our website or by email. From our current work with using VR with older adults, both remotely as well as in person, we are able to see that they are very fast learners. However, technology interventions need to be specifically created for and geared towards older adults. One of our ongoing research studies is the use of virtual reality and music in hospital settings, which can be very overwhelming and overstimulating due to the multitude of clinical tests. VR is an immersive audiovisual technology that can allow patients to feel a sense of calm while being in their hospital room by experiencing things such as a musical concert. With a focus on patient proximity and the diverse ethnocultural community we serve, we have a magnificent opportunity to co-design research with older adults, encouraging social and technological innovation. Alors, dans cette vidéo, on a notre actrice vedette, Hammerel, mais on a aussi une figurante, et une figurante, en fait, du HLM Place Newman, que j'avais rencontré quand on avait fait les consultations avec les élus. Donc, tout ça pour dire que de fil en aiguille, parfois, il y a des petites collaborations qui se font pour finalement déboucher sur des projets comme la réalisation de cette vidéo, par exemple. Hi, my name is Talia Malagon. I'm an epidemiologist, also an assistant professor at McGill University, and an associate scientist at here, St. Mary's Research Centre. So HPV, also known as human papillomaviruses, are sexually transmitted infections which cause a variety of different cancers. And they do continue to be a very important health problem around the world and in Canada. Even though we have a vaccine against them, many people remain unvaccinated. And for those of us who are unvaccinated, there is an 80 to 90% chance that we will be infected in our lifetimes with HPV. And so the question is, why do some people get HPV and get cancer and some other people don't get cancer? Because most of us who HPV and get cancer and some other people don't get cancer, because most of us who other people don't get cancer, because most of us who Listen again and try one more time. It's just a technique to keep us like on the edges of our seats. Doing Most of us. Most of us. why do some people get HPV and get cancer and some other people don't get cancer? Because most of us who No, I don't. J'aimerais d'abord commencer par remercier Alessandra pour le travail qui a été effectué au cours de la dernière année.
The process of thinking about what we wanted to do in terms of EDI started with the exercise of the strategic plan in 2022-23. One of the recurring themes we heard from the plus 90 people that were interviewed, focus group, surveyed, was that the research center should be close to the people, close to the community, because that's what St. Mary's Hospital is. And so when thinking about what we wanted to do, we decided to not do what was done by others, which was force people to watch a video. Those of you that have been here long enough remember that from 2020, 2021, when people were forcing us, whether the ministry, McGill or Seuss, to watch the video and answer a question, because that's not how we're going to get there. And that's not how we're going to generate science and knowledge that looks like the people it's supposed to improve lives. Donc, on a mis en place le COMEO, le Community Engagement Office. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bâtir un peu l'agenda de ce bureau-là, qui comprend des outils, the Community-Based Organizations Registry. Anybody that looks for an organization out in the community can reach out to Sandra, can go through the registry, pick the ones they want. She has the contacts, she's broken the ice with them, she'll facilitate the introduction. Anybody in your daily lives that encounters an organization that it would be nice to have in the registry as a future partner, just send an email to Lysandra. I've already identified a couple of those and sent it to her. So she'll be adding them to the registry. So this becomes a tool that's live and that grows as we grow, and researchers can reach out to her. I encourage you to also take advantage of the guidance and the coaching on how to interact with these community-based organizations, how to interact with folks in the community that are underrepresented or excluded. It's not easy. There's discomfort from past mistakes, condescending approaches. So there's an art to reaching out, to building trust, to first giving in terms of community conferences, in terms of volunteering, in terms of just shaking their hand and acknowledging their presence, and then from there to build research partnerships. Je pense que c'est le premier indicateur qu'on a eu, qu'on était dans la bonne voie, c'est quand la faculté de médecine a demandé à l'équipe du centre de recherche à participer dans un de leurs cours. So Christine and Sandra went and participated in the content of a course that's taught at McGill. That was, for me, one of the first signals that we're doing something right. We're going in the right direction. And my personal favorite is the volunteering. When we asked professionals at the research center what they wanted, what would give them more meaning in terms of what they do here, they didn't ask for a raise. They asked for us to facilitate these opportunities. So I think that's something very important, and I'll stop at that. Registre des organismes communautaires, coaching sur comment interagir avec les organismes communautaires, comment développer le partenariat et la confiance, les outils qui nous permettent d'être des ambassadeurs du centre de recherche pour briser la glace. Any ideas you have, go straight to Lysandra. We're going to be supporting as much as we can these initiatives so that we really do own up to our ambition to be the research center that generates knowledge that looks like the people it's supposed to be helping, that feels like the people it's supposed to be helping, and that's therefore applicable to the